arrives dans une école d'Internet qui ouvre quasiment ses portes. Donc, tu te dis, mais quels sont les autres tarés qui viennent dans cet environnement ? Autant que Google n'est pas un moteur de recherche, nous ne sommes pas une école. Des dizaines de milliers d'élèves et on a 2 personnes qui gèrent juste le service client de toute la boîte. On ne touche plus à la mariée. Pas de faux mouvements, il y a Microsoft qui veut racheter. Bonsoir à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a un numéro spécial parce qu'on ne reçoit pas un, mais 2 scalers. Les très puissants et connus Arnaud et Guillaume de Lingeo. Salut les gars. Salut à tous. Alors, Bonsoir. qu'est-ce que Lingeo ? Alors, si vous avez tous cherché un jour dans votre vie à progresser en anglais et je ne regarde et ne cite personne autour de moi, vous avez sûrement entendu parler de Lingeo. Donc, c'était fondé en 2007 qui propose en fait une école en ligne qui permet le perfectionnement dans différents types de langues, on va y revenir, avec des professionnels qui vous permettent de vous perfectionner. C'est un marché qui est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui cherche à progresser son anglais, qu'on envie ou pas l'envie. Donc en fait, il y a beaucoup de concurrents. Il y a énormément de sujets de certification pour être crédible sur ce marché-là. Il y a une pression de culture également. Donc quelques chiffres pour se situer. Vous avez réussi à créer en fait une société qui est très rentable, et j'insiste parce que c'est pas toujours le cas dans les sociétés qu'on peut entendre par ailleurs dans la tech, etc. Il y a 600 formateurs, il y a 250 formations disponibles à 15 langues, une vingtaine de personnes et 10 millions de chiffres d'affaires qui permettent de grandir et de voir sereinement l'avenir. Bienvenue à tous les deux. Merci. Voilà, on peut s'arrêter si vous voulez. Si c'est parfait. Il est en train de penser au menu de ce soir. De toute façon, avec l'IA, on est mort. Donc stop, allez hop, plus personne n'a besoin d'apprendre les langues. Mais on va y revenir après. Ça, c'est la dernière question. Donc, dans l'émission, il y a 3 parties. Il y a la partie 0 to 1, on va parler des débuts. 2007, comment on se lance là-dedans et pourquoi. La deuxième partie avec le scale, avec Emery qui va décortiquer 2 points spécifiques. Et la dernière sur le endgame. Alors peut-être, on va parler d'IA parce que on a vu les dernières annonces de GPT, donc c'est intéressant. Je pense que ça challenge aussi pas mal le business model. Donc, si on vient sur le 0 to 1, racontez-nous un petit peu la rencontre, comment ça se fait et comment Notre rencontre, c'est ça. Ouais, c'est l'histoire de 2 potes. Mais avant d'être potes, on s'est rencontrés dans un ascenseur. Tu vois. Comme quoi, véridique, ascenseur, à l'université. En fait, plus qu'une université, une école de l'Internet. Tu vois, ça fait waouh, ça fait un peu old school. Mais en fait, c'était la première école de l'Internet en France, avec des profs un peu lunaires. T'avais, je sais pas, Tom Holman, le mec qui a inventé le THX, le son, là, le concurrent de Dolby, un des fondateurs de Netscape. Ça, c'était un peu nos profs. On faisait aussi des Netscape. On faisait des nus. Il y a des cours de design. C'était genre l'école 42 à l'époque, quoi. Ben Horowitz. Netscape. C'était son financier, en fait. C'était pas Horowitz, c'est Ben Horowitz. C'était le troisième. Bref, on se retrouve dans cette école. On se voit dans l'ascenseur, on se parle un peu. Arnaud entend mon nom de famille, le dieu de ville un peu pompeux. Bon, il se trouve qu'il connaissait mon cousin. On a fait pareil avec Emmerich. Ouais, j'y suis habitué. Et là, on cherche un peu, on a tous les 2 notre tempérament, mais on ne devient pas copains, comme ça. Tout ça dans l'ascenseur. Tout ça dans l'ascenseur. Mais non, mais on essaie, tu sais. Il y avait beaucoup des tâches, la défense. Imagine, t'arrives, Ah, oui. on est quand même une génération où tout le monde fait un peu la même chose, et t'arrives dans une école d'Internet qui ouvre quasiment ses portes. Donc, tu te dis, mais quels sont les autres tarés qui viennent dans cet environnement ? Et en fait, au bout de quelques mois, nous, les 2 individus, il y en a un qui prend la tête de la junior entreprise et l'autre du BDE. Quoi. Donc, Attends, laisse-moi te dire. Ça commence mal. Toi, la junior entreprise, c'est ça, ouais. À la fin, on va poser la question. Ouais. Les auditeurs ont peut-être une idée. Donc, je vais faire plus court, mais belle rencontre. On bosse sur 2-3 projets parce que c'est une école très tournée vers la pratique. Donc, on fait des sites web pour des grosses boîtes, pour des toutes petites boîtes, un peu de tout. Des CD-ROM, des DVD-ROM. Enfin, voilà, on apprend, on met la main dans le cambouis. On fait surtout de la gestion de projet. Et un de nos projets, un jour, c'est de partir dans la Silicon Valley. Alors, il se trouve que nous 2, on avait tous les 2 entrepris. Et là, on se croise, on parle de ce projet, on en reparle. On en reparle 3 fois. Enfin, surtout, on lit parce que nous, on ne savait pas où c'était. Oui. Donc, on lit des magazines qui disent « c'est là-bas que ça se passe, c'est un truc de fou ». À l'époque, c'était Oracle, tu vois, il n'y avait pas toutes les startups. Les startups dont les gens parlaient, c'était Oracle, tu vois. Et effectivement, on se associe pour un projet. Et moi, j'avais la chance de ne pas payer billet d'avion parce que mon père travaillait à Air France. Pratique. Et donc, je lui dis je vais aller là-bas avec rien du tout, quoi, avec un ordinateur qui te fait 5 kilos, puis on va voir, quoi. Ouais. Et pour y aller, pour prendre des rendez-vous, on était à Paris tous les soirs à 17-18 heures, en sortant des cours, on ouvrait des bouteilles de vin et on faisait un site internet. On a fait un des premiers sites CV au monde. Il n'y avait pas LinkedIn, etc. Et tu me voyais, moi avec une baguette, non un béret, et toi avec une baguette ou je sais pas trop quoi. On jouait la French Touch. Faut pas oublier que c'était en 2001, donc c'était pas la fête.
Donc il y avait 2 Français, donc il y avait des webzines. Putain, là, c'est... Oh là là. Ah, le coup. Ouais, là, on va accélérer cette période. Bref, on est parti. Webzine, c'est dur. On est parti, on a fait des visioconférences, on a eu des entretiens avec tous les Bretons français de Californie et on a fini à travailler. Ils sont 5. Luc Julia. Ah ouais, pas quand mal. même. Ouais. L'IA n'existe pas. Et Il y avait l'IA un n'existe- incubateur, Bravo Brava à l'époque, qui était à Palo Alto, en plein cœur de là où ça se passe. Mais Et tiens, vous partez vivre là-bas, c'est pas juste Ouais, des on part vacances. vivre On part vivre là-bas, on part faire on va dire comme une année de césure. Et on 2001 s'est- toujours Ouais, non, 2003. 2003, ok. Lui était déjà là-bas. Comment vous bossez pour lui? Luc était là-bas, était parti déjà depuis 4-5 ans. Il avait déjà, enfin même 6 ans, il avait bossé pour le Stanford Research Institute notamment. Il avait commencé au MIT, après au Stanford au SRI, là où il a co-créé Siri. Et ensuite, au bout d'un moment, il s'est barré pour monter avec une star du business américain, un incubateur à l'américaine. Donc un incubateur, c'est pas vraiment comme ceux qu'on voit en France maintenant, c'est démocratisé, c'était juste plein d'ingénieurs qui bossaient sur des technos. Beaucoup de choses liées au TTS, text-to-speech, toutes les technologies vocales, d'interprétation utilisées dans ChatGPT aujourd'hui, etc. Et la domotique, tout ce qui était connecté. Bref. Il faut s'imaginer un grand hangar avec plein de gens avec des t-shirts qui changent jamais, tu vois, plein d'ingénieurs français dans la vallée. Si, Luc avait déjà sa chemise. Ah oui, lui, il avait déjà Quand même. Et un patron un peu atypique, donc qui nous appelait les kids. Donc nous, on était les kids pour lui, et on a toujours eu une super relation. Ouais, c'était sympa parce que c'est une personne. Vous avez bien accueilli en fait. Ouais, très 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 bien effectivement. Pour nous, c'était un peu l'aventure. On doit faire nos preuves, on est bien accueillis, mais c'est un peu le début de nos aventures à 2. Parce que là, on se retrouve avec des ingénieurs qui bossent sur des techs et après, il faut les mettre sur le marché. Les incubateurs là-bas, c'est simple. Donc, tu as des technos et parfois, tu as la patronne de HP qui passe le matin pendant que toi, tu es en trottinette, que ton frigo en 2003 te parle et te dit « Hey, Maclouf, ton jus d'orange est out of date, est-ce que tu veux que je te recommande ?» Bon, voilà, des trucs comme ça. Et parfois, on dit « Ok, on va faire une spin-off. Ok, qui veut bosser sur ce projet? On va monter la boîte sur cette technologie. » Et nous, c'est ce qu'on a fait avec Arnaud. Et on est, à un moment donné, pour X raisons, on est rentré en France. La boîte, elle se crée aux US, en fait. C'est intéressant. Je veux dire, l'idée et le fait d'y aller, après vous rentrez, mais... Non, on rentre, on a bossé là-bas. Il y a 2 choses qui ont été déclencheurs, si on revient sur Lingo plus rapidement. Là-bas, on a bossé pour de l'apprentissage de langue. On avait créé une puppet qui était interactive, basée sur Siri. D'ailleurs, on a une vidéo assez marrante. Arnaud avait réussi à rentrer en contact avec le marionnettiste de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc notre première puppet avait été faite par le maquettiste. C'était exceptionnel, sauf qu'elle parlait. Et on le vendait au marché japonais, qui a un très mauvais niveau d'anglais. Donc première relation avec la vente de langue et l'usage de l'apprentissage de langue. Et là-bas, on vivait des aventures un peu exceptionnelles. Et un soir, Luc nous avait donné un petit papier, griffonné un truc dégueulasse sur un papier en nous disant « C'est une adresse à Mountain View, vous y allez demain. Vous allez bosser pour quelqu'un. » On se pointe le lendemain matin et là, on se rend compte qu'on a été pendant 2 semaines conseiller particulier d'un mec qui s'appelle Pierre Omédiard, qui a fondé eBay. eBay, c'était Marketplace. Donc à l'époque, c'était toujours Marketplace, mais c'était le début des grosses Marketplaces. Et en fait, ça a un peu un lien avec Lingo après. Langue, Marketplace. On se disait que quelque chose un jour se passerait et que les prestations de services, elles aussi, se réaliseraient en ligne. Mais bon, Donc on accélère le temps un tout petit peu, on reprend l'avion. Là, je vais détailler tout ce qui s'est passé dans l'avion. Et non, je plaisante. Minute par minute. On a dormi. Non, on rentre justement. On ne pouvait plus fumer dans les avions. On n'est pas si vieux. Tout le monde s'en fout. Et de mémoire, je crois que les tests de... Non, je plaisante. Non, on rentre donc et je reprends ce que dit Guillaume, Marketplace Langue. On revient, on a l'habitude de travailler pour la boîte américaine. La boîte américaine, Luc nous finance notre 3e cycle à HEC. Donc on est financé par une boîte américaine. On travaille encore 11 mois en France pour elle, la boîte finit par être vendue à un grand groupe. À Qualcomm, Orb Networks. En fait, on a lancé la spin-off en Europe c'était les prémices du cloud computing, sauf que c'était ton ordinateur qui se transformait en serveur, en fait, de médias. Cette boîte est revendue. On avait déjà du mal à expliquer, effectivement, à l'époque. Enfin, je te raconte pas, parce que maintenant, encore, c'est déjà compliqué, mais à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas la data, donc on va expliquer à quelqu'un que tu peux streamer ton ordinateur. Enfin, on est dans cette technologie, dans cet environnement. On l'a jamais vraiment quitté, parce que on va y revenir, mais on n'est pas vraiment une école de langue.
Et on est au moins autant... Passif-agressif ou c'est juste pour compléter ce que j'ai dit? Je déconne. C'était juste pour dire qu'effectivement, frontalement, on n'est pas ce qu'on semble être. Autant que Google n'est pas un moteur de recherche, nous ne sommes pas une école. Voilà. On va y venir après, on va expliquer pourquoi. Google, ça peut être un vendeur de pub, ça peut être un vendeur d'espace de travail, de société, tout ce que tu veux, mais c'est certainement pas vraiment un moteur de recherche. Et c'est à peu près nous aussi notre modèle. Mais en tout cas, ce passage qu'on a expliqué, il explique que quand on finit notre expérience, on se dit que ce qu'on sait faire, quoi. Et nous, on avait l'habitude de faire du Skype avec la boîte américaine. Donc, on savait que les gens, tôt ou tard, ils allaient finir par utiliser cet outil. Et on ne savait pas qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Enfin, on savait qu'il y allait certainement avoir des gens qui allaient faire du striptease, mais ce n'était pas un marché qui nous intéressait. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre à distance en regardant quelqu'un étonnant. Voilà. Non, mais tu sais que assez sérieusement, on a fait comme d'habitude, comme quand on était parti aux États-Unis. On est retourné dans une chambre de bonne, on a réouvert une bouteille de vin et on s'est dit maintenant qu'est-ce qu'on fait. En fait, le process a duré un peu longtemps parce que il y a quelque chose, vraiment le plus gros apprentissage, je pense pour nous aux États-Unis avec Luc, c'était son motto, tu vois, Future is now. Et en fait derrière Future is now, c'est pas juste un symbole d'innovation de se dire que on peut imaginer plein de choses. Derrière, vous avez aucun plafond de verre. Donc en fait, faites ce que vous voulez, il y a aucun risque. Donc on était dans cette dynamique, mais sauf que on n'avait pas arrêté pendant 3 ans et là on se faisait chier. On était à Paris, comme la boîte allait être vendue, on nous disait non, vous les kids, vous êtes toujours en train de bouger, de faire du développement, stop, on ne touche plus à la mariée. Il faut qu'elle soit belle, pas de faux mouvements, il y a Microsoft qui veut racheter, finalement c'est Qualcomm qui rachète, mais donc on ne bouge plus. Donc, nous, du jour au lendemain, tic, tac, on se regarde, on se fait des déj, on est bien payé, c'est cool, il fait beau, mais on s'emmerde, quoi. Et c'est là où on est reparti sur une nouvelle aventure. Tout à fait. Et c'est vrai que, je le dis aux gens qui nous écoutent, il n'y a pas de plus belle aventure que l'entrepreneuriat. Voilà, j'allais sortir une connerie, mais je suis obligé de faire une phrase sérieuse, j'allais dire le mariage, mais non, l'entrepreneuriat, c'est un mariage aussi. Voilà, et donc, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, et j'imagine que ceux qui écoutent ont envie de l'être ou le sont, mais je le recommande vivement. C'est la vraie liberté, le vrai challenge, et aussi certainement la chose. Et donc sur Linguo, comment ça commence l'aventure? C'est ça, on boit une bouteille de vin, mais vraiment, c'est sérieusement, on se dit, on a un peu de sous, on ne veut pas chercher de l'argent, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On s'est développé, on a des sous, on a vu un environnement qui est plutôt propice. Donc, on regarde plein de modèles de marketplace. On regarde comment faire de l'impression sur des couches culottes, tu vois. Mais vraiment des trucs très, très variés. Et là, on se dit, tiens, quand même, les modes d'apprentissage, ça y est, ils vont évoluer. Nous, on parlait avec une dizaine de nationalités en ligne à travers Skype parce que les équipes de l'incubateur il y avait le Q&A en Inde, il y avait machin. Tout le monde était un peu réparé. Il y en avait en France, nous, aux États-Unis. Et on avait eu cette expérience aussi chez Omedia Foundation. Donc, on se dit, bon, on peut peut-être tenter un nouveau mode d'apprentissage, tu vois. Et c'est comme ça que Linguo est arrivé. Ou à minima, on met les gens en relation pour qu'ils fassent quelque chose. Ouais. Parce qu'il y avait, je me rappelle de ta femme qui avait fait des cours dans un café avec des gens. On trouvait ça assez archaïque, payé en blague des profs. On se disait, là, il y a vraiment un truc à faire. Mais au départ, c'était vraiment une marketplace. C'est exactement ça. Pour nous, c'était le principe, c'était de vraiment démocratiser l'apprentissage des langues. En se disant, il n'y a pas de frontières. Ce qui est important, c'est d'être avec un natif. Mais en fait, si j'ai pratique déjà le russe et que j'ai besoin juste de l'entretenir, j'ai besoin de converser avec un russe, pas un prof de russe. Donc en fait, chacun a cette capacité à vendre sa conversation. Donc c'était ça au départ. Et c'est la plus grosse erreur qu'on ait fait, c'est surtout on a tout pensé comme ça, mais surtout on a pensé à ce que nous on aimerait. Donc tout ce qu'on a développé pendant 2 ans et demi, c'était des choses qui avec le recul sont complètement stupides. On faisait des outils, on a passé des heures. Ça faisait pas de cash. Ouais, non, mais nous, on s'est éclaté, mais on faisait des outils, par exemple, pour les profs ou les non-profs, pour qu'ils puissent se vendre eux-mêmes sur la marketplace. En fait, c'est pas leur taf. Ceux qui enseignent, ils savent pas se vendre, en fait. Donc, on faisait des super outils, mais qui servaient à rien. On faisait de la facturation à la seconde. Chacun pouvait mettre ses prix. Donc, tout le monde se disait, le prof qui a 50 balles, c'est une tuerie. Celui qui a 5 balles, c'est de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on a appris tout ça, cette relation humaine, ça nous a appris énormément de choses. On s'est aperçu qu'en plus, les gens ne savent pas choisir. En fait, on s'est aperçu que les gens, si tu leur donnes vraiment trop de choix, c'est mort. Ils sont comme au restaurant quand tu as un milliard de plats. On avait 5000 prestataires sur le site, donc t'imagines les gens, la panique, quoi. Même à 5, une fois, on avait changé le site. Après, tu t'inscrivais, on te donnait 5 choix en fonction de plein de critères. Et ben, c'est pareil, ils n'y arrivaient pas non plus.
Et du coup, tu as des effets de bord, tu as des profs, tu as des femmes qui sont profs, qui sont mignonnes, elles vont avoir tous les élèves. Et après, il y a des gens qui, justement, vont pas forcément envie d'apprendre. Genre Juju, il aurait eu deux clients sur un an. Les gens vont juger. J'étais en train de réfléchir quand est-ce que j'allais te Ils l'envoyer. savent pas sur quoi se baser. En fait, les gens savent pas sur quoi se baser, sur les recos, sur les textes, sur les commentaires, sur les notes. Quand est-ce que ça commence vraiment à tourner, que tu sens que... Ça a commencé à tourner quand on était dans la dèche. En fait, il restait plus que 20 000 balles sur le compte en banque. Alors, ça peut paraître beaucoup ça, mais en fait, c'était bientôt à sec. Tu paies des équipes. C'est quoi le facteur déclencheur? C'est ça. On n'a plus de thunes. Donc, comme on n'a plus de thunes, qu'est-ce qu'on fait? On ferme ou on tente un dernier coup? Et là, on a tenté un dernier coup. On s'est dit, OK, on reprend en main le marketing. OK. Donc, c'est nous qui allons vendre. C'est nous qui allons marketer les profs et on prend plus que des professionnels. Et d'un coup, on est passé à une marketplace pure, à un site d'achat-vente, tu vois, des prestataires qu'on mettait en avant et qu'on vendait. Et là, ça a commencé à fonctionner. Vraiment, tu as vu le changement quasiment instantanément. En 2 semaines, on rentrait de l'argent. On a mis 3 ans pour comprendre. Ah ouais, non, on n'a jamais été très intelligent aussi, mais bon. On a mis 3 ans pour comprendre. Combien de bouteilles de vin? Ouais, voilà. Non, alors, ça a peut-être joué parce qu'on buvait plus à ce moment-là. C'est peut-être pas ça. Donc 3 pour ans, expliquer c'est ce qu'on appelle le pivot dans le mode. Et justement, ce pivot-là, parce qu'en fait, je suis pas sûr que ce soit très, très clair pour les gens qui écoutent, parce que entre une marketplace et ça, c'est quoi la différence pour l'usage, en fait? Alors déjà, tout le code que tu as codé, tu le mets à la poubelle. Voilà, donc il y a Marketplace, tu as du choix multiple. Donc tu arrives, tu rentres dans un environnement qui n'a plus rien à voir. Tu deviens une école en ligne, donc avec des règles législatives. Tu arrives, il faut avoir un organisme de formation, donc tu dois aller voir une DRIT, et tu dois faire une école. Et les mecs, tu arrives, tu fais, nous on fait des cours à distance. Les mecs ils te disent, ça veut dire quoi? Vous avez un ordinateur, les gens viennent sur l'ordinateur et ils voient vos profs à distance? Non, ils sont chez eux en fait et ils font le cours à distance. C'est pas possible ça. Donc tu rentres dans un environnement institutionnel formel. C'est fou maintenant. Ouais. Donc, on a dû aborder des zones grises. Voilà. Donc, tu fais rentrer la start-up, tu fais rentrer la Californie dans l'administratif français, qui est géré pendant des années par le paritarisme, par la politique, par le législatif. Et donc, cet ADN, nous, de start-upers, on l'a toujours. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à faire des choses assez incroyables. On aura peut-être le temps de venir d'ici demain. Mais Non, mais tu as une boîte qui est complètement ouverte, qui a une place de marché. Donc, tout le monde vient, se sert, etc. D'un coup, en fait, Lingo vend. C'est Lingo qui vend des cours de langue. Tu as le pack 1, le pack 2, le pack 3. OK, avec des professionnels derrière. Et là, les gens commencent à acheter, ils commencent à être contents. Et tout d'un coup... c'est le début du scale. C'est le début du scale. On enchaîne parce qu'à ce moment-là, OK, c'est vraiment cool, mais maintenant, j'aimerais que ma boîte paye. Enfin, tu voudrais faire un peu de thunes, quoi. Non, c'est le client. Je veux que ma boîte paye. Le client dit, c'est cool, j'ai commencé à financer, l'expérience est très bonne, mais maintenant, j'aimerais que ma boîte prenne le relais. Et là, on bascule sur peut-être... Allez, on bascule sur le scale. La partie 2, le scale avec Emmerich. Jingle. Jingle, t'as pas besoin. Il n'y en a pas. Un point que je vais creuser avec vous, c'est... On parle beaucoup dans le jargon... Voilà, il est bien. On va le garder pour le scale. Non, on va pas le garder. On parle beaucoup d'entreprises lean, agile, etc. La réalité, c'est que vous êtes une quinzaine de personnes, je crois, toujours aujourd'hui, et vous pilotez maintenant des centaines de milliers d'heures de cours. Si on essaye de décortiquer comment vous êtes construit, vous avez pris de la tech un peu, beaucoup, passionnément, mais en fait, vous êtes déjà planté une fois, vous avez béné la marketplace, donc du coup, vous avez été très efficient sur la tech. Sur les équipes, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez construit ce modèle-là pour arriver finalement à piloter cette boîte-là, être très rentable, 15 personnes, et toujours une satisfaction client avec un business model qui a évolué en plus? Parce que du coup, maintenant, vous n'êtes plus en train d'aller chercher le client par client, vous êtes surtout tourné vers les entreprises, vers la gestion de projets. Vous avez quand même pas mal évolué. Je pense que tu l'as déjà bien résumé. C'est qu'en fait, Merci. Au revoir. C'était déjà très long. C'est ça. On a besoin de prendre notre retraite. Il est un peu cher. Non, mais on a appris de nos erreurs. Donc, tout d'un coup, on a commencé à écouter le marché. Et dès qu'on tentait des choses suite à des demandes de marché, on bricolait, on faisait à la main. Et dès qu'on voyait que ça marchait, on le codait, on l'industrialisait. Et ça, on l'héritait aussi un peu de Luc Julia, parce que c'était l'école des process, que du process et encore du process. Donc la seule différence, c'est que maintenant, on écoutait ce que les gens nous disaient, on essayait de les comprendre, alors qu'avant, on ne s'écoutait que nous deux. Voilà. Et on continue à être très, très... tu parlais d'IA, on y reviendra plus tard, mais on est tout le temps en train de tester des nouvelles méthodes, tout le temps en train de remettre en question nos process. Et sur l'IA, là, par exemple, tu l'as dit, on a plus des dizaines de milliers d'élèves,
10 000 par an. Et on a 2 personnes qui gèrent juste le service client de toute la boîte. Alors là, je ne voudrais pas trop le dire parce qu'on va perdre des clients, mais... Non, au contraire. C'est génial. Par rapport à ce que... quand je parle de clients, on parle de groupes aériens, on parle de... Dans ces groupes aériens, il y a 4 000 personnes. Parce que du coup, en fait, ce que vous avez essayé de faire, c'est vraiment d'aller chercher des entreprises et dire, vous avez pas mal de vos employés qui, à un moment ou un autre, vont devoir s'améliorer en anglais. Donc, on va essayer de traquer. Donc vous adressez aux sociétés et vous faites des offres pour améliorer le niveau, principalement en anglais. Je le fais en super court. Ces clients perso demandent que la boîte paie. En France, il y avait quelque chose qui s'appelait le DIF, l'ancêtre du CPF. Là, les boîtes finançaient les formations comme ça. Donc elles acceptent parce qu'elles n'ont pas besoin de sortir vraiment de l'argent. Donc on a commencé à créer des liens avec les boîtes, mais très small en fait. En fait, on formait plutôt les Spotify, les startups, cet environnement qui était proche de nous, mais les grands comptes, non. Et là, on peut passer direct au Covid en fait. Pour le coup, le vrai scale entreprise s'est joué pendant le Covid. Covid, truc miracle pour nous. Bon, comme tout le monde, on a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur pour la boîte, on voit que les enfants sont sauvés, ça y est, on continue. Et là, une loi passe, le chômage partiel. Et à côté de ça, obligation de se former et c'est payé. Il y a un dispositif qu'on prend. Super. Là, on se dit, bingo, aubaine, on fait des webconf là-dessus. Et là, on se rend compte que c'est un merdier administratif sans nom, comme d'hab dans la formation professionnelle. Et nous, en une semaine, on code toute une plateforme pour automatiser l'ensemble des process de mise en place de ce dispositif. Prends un exemple d'un truc chiant. Je prends un exemple très, très simple. Tu as un client aérien qui, aujourd'hui, s'il voulait mettre en place des formations pour ses salariés avec ce dispositif, devait signer des contrats individuels avec des personnes qui n'étaient pas au bureau. D'accord. Ensuite déclarer sur un site qui lui-même n'avait pas de service client, d'accord, où il fallait faire des procédures qui duraient entre 20 et 30 minutes par personne pour pouvoir l'inscrire, d'accord. Et après, une procédure de suivi jusqu'à la facturation et de pointage absolu pour être remboursé, sinon tu payes une amende. On a tout automatisé en 2 semaines. Donc d'un coup, il y a 2 sociétés, enfin, on en a formé une 30aine à ce moment-là, dont des personnes qui sont affichées dans notre bureau. Et on a pu les accompagner. On a formé plus de 10 000 personnes simultanément pendant le Covid. Parce que tu as hacké l'automatisation du... C'était pas les langues, en fait. On a hacké le fait de pouvoir utiliser le budget. Et là, c'est là où tout est... Et parce que aussi préalablement, on avait aussi hacké les volumes. C'est-à-dire qu'on était quasiment le seul organisme de formation en France qui était capable d'activer 400 formations lundi matin individuelles. Nous, on fait que de la formation individuelle. On n'a même pas dit ce qu'on fait. Mais c'est là où tu dis que tu n'es pas une école de langue. C'est un vrai truc, c'est ça, quoi. Exactement. Nous, on est la gestion de projets, de problématiques linguistiques. On l'a découvert là. Tout à fait. Et on a 3 pôles. Si tu veux, on a 3 pôles de revenus. Tu as le pôle certification de la compétence. Donc, on a 10 certificats enregistrés et reconnus par l'État dans un truc qui s'appelle le répertoire spécifique de France Compétences, un truc très carré, très complexe, etc., très sexy. Et donc, on a 10 certificats qui ont la même valeur et la même reconnaissance que n'importe quel diplôme. Donc ça, c'est le pôle certificateur. On a le pôle formation, montée en compétences, qui est Lingueo. Et on a un pôle, donc Lingueo entreprise, accompagnement. Et effectivement, on a toujours un pôle qui est individu, mais c'est du faux individu parce que souvent, il finance sa formation avec ce qu'on appelle le CPF. Et donc, c'est des droits. Et ça, c'est la chose qui est un peu en révolution en ce moment. Il y a vraiment une refonte en ce moment de ce pôle-là et on ne sait clairement pas l'avenir, ce qu'il va en devenir parce qu'il est devenu payant. Donc, les individus, ils ont un peu de mal, en tout cas transitoirement, là, depuis le 2 mai, à financer leur formation. Ça coûte combien pour quelqu'un, en gros, qui veut le faire? Les paniers moyens chez nous, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Ce qu'on veut, c'est que ce soit efficient. On veut que la formation, elle fonctionne. Mais c'est pas parce qu'on est altruiste, c'est parce qu'en fait, on n'a pas envie de dépenser de marketing, on veut que tu en parles à tes potes. Donc, on veut travailler le bouche à oreille. Donc, pour que tu en parles, il te faut un effet wow systématique. Donc, déjà, tu contrôles tout. En data, tu contrôles chaque expérience, chaque fin de cours, tu demandes et tu es capable en temps réel, tu as tes tableaux qui sont tout vérifiés. Comme nous, on adore la data, on adore augmenter les process avec le peu de personnes possible, moins de personnes avec le plus de volume. C'est pour ça qu'on était prêts, on était prêts à actionner. Et ça s'est senti très vite parce que les écoles physiques traditionnelles, elles étaient fermées, les écoles distancielles, elles n'étaient pas staffées techniquement. Et il y avait nous, donc ça c'est sûr. Donc c'est ce que disait Brick, c'était le point techno, quoi. Voilà, donc tu as 2 enjeux clés. Le premier, c'est que tu as fait de la techno, mais tu as très vu de point que là, c'était un point très administratif. Donc en fait, c'était pour fluidifier l'expérience client. La première chose, c'est que tu t'es dit, bon voilà, le premier pain point, il est là. Et le deuxième, c'est que tu mets en place très vite une organisation avec beaucoup de data pour être sûr de suivre.
C'était lié parce qu'une chose importante, on n'était pas payé si les cours n'étaient pas suivis. C'est un game changer, c'est-à-dire que quelque part, tu as aussi dans la formation professionnelle, pour être payé, il faut que ça soit suivi. T'imagines la pression. Donc je peux te dire que tu te bouges pour que les gens suivent leur formation. Et donc on est devenus les rois de l'engagement. On appelle ça l'assiduité dans le monde, ou la complétude dans le monde. C'est horrible. Mais bon, c'est très. Donc bref, nous c'est l'engagement, on est start-up, etc. Mais on l'a découvert quasi au départ, pendant cette période-là, et surtout que les gens aimaient. Nous, on était persuadés que les organismes de formation linguistique qui travaillent avec les grosses boîtes faisaient ça, faisaient de la data, etc. Pas du tout. Donc, on a formé 10 000 personnes, quasi que des formations de 25 heures, qui ont suivi à plus de 96% leur formation. Ils n'ont jamais vu ça. Taux de satisfaction. Mais c'est quoi le truc qui fait que tu arrives toujours à le maintenir? Alors, ça, c'est un peu notre recette magique. En fait, nous, c'est plein de petites algos qui tournent en permanence et qui vont détecter, soit de manière prédictive, soit en temps réel, des signaux faibles ou moins faibles, parfois c'est des grosses claques, et des actions soit automatiques, soit manuelles, vont être enclenchées. Donc, je te donne un truc, par exemple, pas forcément... Elle est 100% analysée, la techno. Mais j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Je te donne Julien qui a un cours d'allemand. Un exemple. Par exemple, Julien a un cours d'allemand. On va partir sur un truc simple. Ça fait 2 semaines qu'il n'a pas réservé de cours. Bon, là, il y a une alerte. On va lui renvoyer tel type de message en disant, tiens, par rapport à ton planning, si tu réserves pas de cours, ça va pas bien se passer. Autre exemple. Un cours, pour X raison, tu mets une note, je sais pas, en dessous de 4. Là, c'est tâche. Opérateur, hop, appel direct, il faut savoir ce qui se passe. Là, ça fait partie, c'est combien une personne. C'est les deux qui font ça. C'est les deux qui font ça. Parce qu'en fait, c'est du lean, quoi. T'analyses le problème tout de suite. Tout. Mais là, on répond à un appel d'offres pour France Travail, là, tu vois. Prenez-les. On a mis mais un nombre, juste en exemple, on a mis plus de 250 actions monitorées sur lesquelles on a une intervention à différents par exemple, des actions un peu exotiques. Alors ça, on a peu de profs. Ouais, moi non plus, mais exotiques. Alors je vais essayer de trouver. Je rebondis. Tu veux savoir pourquoi on a une super complétude? Plein de trucs. Mais par exemple, un truc évident, c'est qu'en fait, l'être humain, il aime pas apprendre les langues. Il aime pas programmer, il aime pas travailler, il aime pas prévoir. Donc quand tu lui actives sa formation, il faut qu'il le fasse. Faut pas qu'il le fasse. Faut que la machine le fasse pour lui. Et donc nous, comme je t'ai déjà dit, c'est nous qui avons tout codé. Donc on va pas lui demander, tu veux quoi comme prof? On va lui demander quand est-ce que tu veux faire le cours. Et en fait, ça change tout. La boîte, elle a 15 ans et en fait, on change tous les process tous les 2 mois. Donc en fait, on analyse les stats, on regarde. Tu prends deux, tu les améliores. Tu prends 2 cas, tu te dis, et tu essaies d'être neutre. Tu regardes la data, elle transforme, elle transforme pas. Tu te dis, il y a un truc, il faut que j'arrive à comprendre, quoi. Tu vois, en ce moment, par exemple, on fait des campagnes d'acquis sur TikTok, pour le B2C, sur le marché B2C, c'est pareil, on fait la même chose. Tu vas faire 3 campagnes, tu fais 3 campagnes avec la même musique, avec le même message, mais pas avec la même personne. Il y en a une qui cartonne, et il y en a 2, tu essaies de comprendre. Ouais. Et après, c'est des... Et il y a un autre truc que tu m'as dit qui est très amusant. On a beaucoup appris. Je pense comprendre pourquoi il y a des transformes. On a compris, là. Tu m'as dit, on a innové par accident, et il y a plein de trucs qu'on a fait par accident. Ouais. Ça a beaucoup aimé. Trucs de carbone, empreinte carbone, t'es arrivé par accident. Carbone, c'est... Covid qui vous a... prenons le carbone, belle histoire. Carbone, appel d'offres. On n'aime pas trop répondre aux appels d'offres parce que comme on n'est pas très nombreux, ça mobilise quand même beaucoup de ressources. Un énergéticien français, gros, leader dans le pétrole et qui veut être indexé dans un autre pays, dont on ne dira jamais le nom, voilà, demande le bilan carbone de notre entreprise. On appelle, est-ce que c'est obligatoire ou pas? D'abord, on rigole 30 minutes. Oui, on rigole. On rigole parce qu'on fait du distanciel, on est une boîte qui n'a pas de papier, on n'a pas de carte de visite, on n'a jamais fait de salon. Ouais. Parce que justement, on se sent pas très concerné, quoi. Là, on appelle, est-ce que c'est obligatoire? Non, mais ça sera vraiment très regardé. On se dit, bon, allez, banco, on le fait, de toute façon, on le fera un jour. Même si, encore une fois, c'est pas une question de conviction, c'est qu'on sait par essence qu'on n'est pas très impactant au niveau carbone. On se rapproche de Greenly, qu'on connaît toujours univers startup. On fait notre bilan carbone. On a un résultat qui nous fout les boules, 81 tonnes, on ne sait pas à quoi ça correspond, très peu de pédagogie à ce moment-là, juste au moment du résultat. C'est beaucoup, je ne me rends pas compte. Non, en fait, c'est rien, mais on ne le savait pas. Donc déjà, ça fait un peu peur. Et là, on commence à se plonger dans ce qu'est, parce qu'on est très scolaire. Enfin, moi, je suis très scolaire, c'est pas bien d'ailleurs, je ralentis certains process souvent. Et on comprend qu'il y a beaucoup de bullshit dans le bilan carbone sur les premières phases. C'est-à-dire que tu donnes ton bilan, on te met des grosses cases, on les aligne. Mais très vite, on comprend quand même que le gros de ton impact carbone, c'est ce que tu achètes à des tiers.
à l'extérieur. La facturation. Exactement. De quoi tu dis là? Ce que tu achètes. Par exemple, j'achète du Théodo. Ben c'est surtout Théodo qui est impactant dans mon bilan. Scope 1, Scope 2, Scope 3. Le fameux Scope 3. Plus tu as de fournisseurs, plus ton bilan il est... Donc toutes les sociétés de services sont très impactées. Et là, on a un tilt. On se dit, mais attendez, ça veut dire que nous, on bosse avec des grosses boîtes. Eux ont une obligation de déclarer leur Scope 3. Scope 3. Donc les achats, oui, c'est vrai que c'est imbitable ce truc. Mais bon, tu dois déclarer. C'est une obligation de dire ce que tu consommes indirectement, ce que tu achètes à des tiers. Donc les formations vont rentrer dedans. Banco, là on s'est mis tout un été, on a bossé avec Greenly, on a contacté Microsoft et on a développé une formule, un calcul en temps réel de nos émissions carbone formation. On est le premier organisme de formation au monde et le seul à date. Ah, pour que ça abîme pas alors... non, mais ça permet de dire, eux pour l'instant c'est zéro. C'est un chiffre. Ils savent. Mais ça les force à les choisir eux, si tu veux. Ben oui, parce qu'il se trouve qu'en visioconférence, c'est quasi le moins impactant parce que c'est éphémère. Ce qui coûte, c'est ce qui... Et ça pousse aussi l'individu à essayer justement de comprendre parce que du coup, dans sa formation ou dans sa certif, il voit exactement ce que lui, ça a coûté. Donc, il a en temps réel l'affichage de sa consommation, de l'empreinte carbone de son action de formation. Et tu vois, la morale de cette histoire, c'est qu'on a perdu. Non. On a perdu. Pardon. On a perdu l'appel d'offres. Donc, par accident. Mais par accident, on a développé un nouvel indicateur. Nous, on est très drivé data. On suit beaucoup de choses. Et on a cet indicateur carbone qui, aujourd'hui, devient mais alors, Guillaume, très différent. Quand on dit accident, en fait, qu'est-ce que tu mets derrière? C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait en fait? On est des opportunistes. C'est-à-dire dès qu'il se passe quelque chose, on essaie d'en tirer du bon. T'es curieux? Tu vas où? Voilà, on n'arrête pas, on se pose des questions tous les jours. On aime bien quand ça bouge aussi. Ouais. En fait, on aime bien les bâtons dans les roues parce qu'on sait qu'il y a des opportunités de dingue. Et à chaque fois que c'est complexe, avec Guillaume, on jubile en fait. C'est là, c'est pas beau, mais on est des problem solvers. C'est problem solver, mais justement, tout ce qui est avec l'IA, etc. Comment vous l'abordez? Parce que ça peut faire peur. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a intégré l'IA dans notre service client. Première chose. Donc on a vu que je pense qu'en 2 semaines, Arnaud avait tout mis en place. Mais alors vas-y concrètement, parce que ça intéresse pas mal. Alors je vais t'expliquer. C'est très simple. On devait partir en vacances à Noël dernier. ChatGPT ça faisait à peu près 11 mois, je crois, ou 9-10 mois qu'il était là. Non, décembre. Le problème, c'est qu'on partait en vacances et on voulait fermer la boîte. Et le service client était en pause. Il y avait tous les gens qui voulaient prendre des vacances de Noël. Et on avait un client qui avait signé juste avant un truc assez conséquent. Ah oui, c'était politique de recrutement, tu te rappelles? Il y avait un gros client qui veut tester 500 personnes en un mois. Vrai chiffre, hein. Donc pendant la période de Noël. À Noël. Pendant la période de Noël pour le recrutement. Ouais, mec, putain. Et là, on fait, c'est complexe parce que en fait, eux demandaient nos certifications pour leur recrutement et leur recrutement commençait au début janvier. Donc il fallait que les gens passent avant. Et recrutement important avec des problématiques par rapport au JO, donc sérieux quoi. Faut que le sérieux. Fallait que tu délivres. Fallait que je délivre. Et nous, on savait que sur la plateforme, on s'est délivré, mais par contre, tu m'enlèves les hommes parce que c'est Noël et j'ai pas envie de faire travailler mes équipes et nous, on n'a pas vraiment envie de travailler ou vite fait quoi. Tu vois, moi, j'ai travaillé pour cette période. Pendant 1 heure, j'étais à New York, je regardais justement Et là, il fallait qu'on implémente l'IA. Donc, je vérifiais que l'IA disait pas n'importe. Qu'est-ce que tu as mis en place? Donc, on met en place. Je dirais pas exactement comment, ni. Sans le dire, mais parce que le service que ça permet. On est toujours le seul organisme français à faire ça. Mais je vais t'expliquer ce que ça permet. Et c'est quelque chose d'assez dingo. C'est qu'en ce moment, chez Lingueo et chez Lilat, notre certificat, si tu vas sur le site internet ou si tu vas sur l'intérieur du service client, on a un bot par marché, donc par public, on va dire, public cycle. Et ce bot, il est éduqué quotidiennement avec des bases de données restreintes. Je le dis parce que sinon, le défaut et l'avantage de l'intelligence, c'est qu'elle est générative et donc du coup, il génère des trucs. Voilà, il hallucine. Donc, il faut essayer d'enlever le génératif de l'IA. Donc, tu lui donnes de la base de données, tu lui dis c'est strict. Si tu as un doute, tu sors pas le doute. Tu reposes des questions et tu dois rester ça. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne avant, on avait un temps de réponse de 6 minutes en temps de réponse moyen. Ce qui était déjà beau gosse. Avec des humains. Donc, il y a un mec qui appelait. Et ça allait à l'écrit. À l'écrit. Parce que nous, un chatbot. Ou elle avait un chatbot, mais avec des êtres humains. Chat, pas bot. Parce que les bots, ils étaient mauvais. On avait essayé plein de fois les bots. C'était affreux. Les bots, c'est nul. C'est une expérience catastrophique. Déjà. T'es plus énervé qu'avant. C'est des armes décisionnelles, donc c'est très limité. Exactement. Et ça énerve tout le monde. Les choix AB, c'est saoulant. Et donc, les humains, par contre, ça plaît, mais c'est long. Les humains, souvent, tu leur parles et tout. Donc, nous, on était tout le temps très fort pour faire du rapide, la réponse rapide, mais on n'était jamais en temps réel. Donc là, on prend le risque, un peu en mode, de toute façon, il faut qu'on y aille. Donc, on prend le risque, on dit OK, donc on implémente cette IA dans notre système, dans notre CRM. L'IA, on commence à l'éduquer, on la ferme et on se dit,
on va former nos équipes, on va leur expliquer l'innovation. Sauf que les équipes, les deux, trois, parce qu'il y en a une troisième qui gère du support, qui gère les relations prestataires. Au début, je t'avoue qu'ils le vivent pas forcément très bien. Je vais pas te mentir. Ah oui, voilà. On vire leur job. Exactement. Voilà, ils sont pas hyper contents parce qu'ils ont l'impression effectivement que quelque chose va répondre avec eux. Et donc, on a utilisé leur mécontentement en force. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un jeu à l'intérieur de la boîte. On a fait un Excel. Et à chaque fois que l'IA disait n'importe quoi, ils devaient mettre dans l'Excel. Et comme en fait, eux, ils étaient super contents de prouver que l'IA disait nimp, ils ont complété l'Excel à une vitesse folle. Et derrière, on a mis une autre personne de l'équipe qui, elle, rééduquait la base en fonction des mauvaises réponses. Et après, on retestait l'IA pour qu'elle ne fasse pas l'erreur sur la deuxième question. Et ça, on a fait ça 6 mois. Et maintenant, mais honnêtement, allez-y, posez des questions. C'est juste incroyable. Et notre service client... Tu as l'impression que c'est un humain. Moi, j'ai enlevé l'IA. Avant, il y avait marqué IA de Lingueo. Maintenant, j'ai mis Lingueo. C'est la différence. T'as pris le risque. Voilà. Mais l'important aussi derrière tout ça, c'est qu'on a transformé des métiers. C'est-à-dire que notre équipe de service client, mais maintenant une équipe d'analyse et de gestion, on va dire, de niveau 5. Voilà, elle a un collègue en plus qu'elle doit éduquer. Daisy revient Daisy, je devrais pas le dire, mais Daisy, elle gère la certification LILAT. C'est un truc... elle revient de vacances, elle est mexicaine. Elle est partie 2 semaines. Elle est partie 2 semaines ou 3 semaines en vacances. C'est l'IA qui a pris sa place sur toute la relation clientèle. Et ça a été chapeauté par un humain, par contre. Il faut toujours chapeauter l'IA parce qu'en fait, pour l'instant... Il y a un truc qu'on... attention, je tiens quand même à dire. L'IA, toutes les 2 semaines, elle fume. Donc vraiment que les gens le sachent. C'est-à-dire qu'il y a la semaine dernière, il a dit qu'on faisait des cours gratuits. Le premier cours gratuit. Donc on ne sait pas où il a trouvé ce truc-là. Et donc il faut être vigilant, il faut le modérer. Il faut beaucoup modérer. Mais c'était gratuit sur Lingueo, le rappelle. Voilà. À date. Une autre fois, il avait vendu un concurrent. Voilà. Et contraindre, éduquer. Voilà. Mais ça veut dire que tu le diriges. C'est-à-dire que les sources ne peuvent venir que d'un endroit. Et c'est tes sources, ton contenu. Donc ton contenu, lui, doit être ultra quali, doit changer. C'est plus le même contenu que l'époque. Il doit être déjà pré-conversationnel pour que l'IA le capte mieux quand même à date, peut-être plus dans 2 ans, mais aujourd'hui, oui. C'est hyper long parce que... Comment tu fais ce qu'on appelle le handling ? C'est-à-dire quand ça devient trop compliqué, que tu passes à des humains, et comment tu fais ce passage-là ? Parce la technologie, si tu sais, dans le prompt, tu es capable de dire à l'IA à quel pourcentage de résultats tu atteins par rapport aux résultats que je t'ai déjà donné dans la base. Et ça se set up. En fait, tu peux très bien dire, je veux que tu sois à 10% de potentialité, ou 90. Et si tu dis que tu es à 90, il voit dans la base, il fait « Ok, la question, elle n'y est pas du gars. Donc, ça ne sert à rien que j'invente. Donc, du coup, je vais lui dire « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Et là, tu reposes la question jusqu'à ce que tu considères que le pourcentage est assez élevé. Et pour toute une typologie de questions, tu fais un go-between. C'est-à-dire que là, tu sais que la règle, c'est de rebasculer sur un humain. Et là, du coup, l'humain, il récupère tout l'historique. Exactement. Et il dit que tu veux parler à quelqu'un. Il a tout l'historique. Voilà. Il est peut-être sur place, ou il reviendra demain, quoi. Absolument. Et là, on lui dit, mets ton email, dès que quelqu'un va répondre à la question, on va te prévenir et te donner la réponse. Ça marche vraiment extraordinairement bien. C'est un vrai travail. Les gens, ils pensent que ça se met un plug et c'est tout. C'est un travail de fou. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, l'être humain, il est d'une débilité il n'y a pas de limite. En fait, il pose des questions que l'IA n'a pas la possibilité d'imaginer. On ne se rend pas compte le nombre de questions que l'humain peut poser. Alors, des 3 conneries, là. Voilà, non, mais c'est fou. Et donc, du coup, nous... Julien comme ça, je regardais derrière. Je regardais l'Élysée. Il y a l'Élysée derrière, Julien. Et donc, du coup, on revient à vos pseudos. Ouais. Voilà, donc en fait, et du coup, c'est pour ça que ça prend du temps. Mais on fait ça avec l'IA, on fait ça avec... Pour vous dire, on est toujours à l'affût de nouvelles technologies pour notre client, pour gagner du temps, toujours générer le plus de valeur possible. La satisfaction, toujours en la contrôlant, le plus possible avec le moins d'effectifs possible. 5 critères. Ouais, non, mais on a l'engagement, ok, donc l'assiduité, etc. La montée aux compétences, donc le niveau qu'on va suivre de très près. On a les taux de décrochage. Alors celui-là, il est un peu plus négatif, mais on le suit quand même beaucoup. On a 2 critères de satisfaction, les CSAT et les NPS. Attention, on les fait pas comme tout le monde. C'était des démos où je pense que la moitié des gens n'ont pas compris. Les premiers mots. Les formulaires de satisfaction, mais on les fait personnaliser pour les entreprises, et les formulaires de recommandation qui sont très importants, voilà. Et ensuite, on mesure, bien entendu, maintenant le carbone. En fait, nos outils qu'on a fait pour nous, comme on est assez fan de data, vous l'avez compris, on les offre et on les donne, et c'est fait partie des prestats,
nos clients ne payent que le temps passé avec les formateurs, et tout le reste est compris dans la presta, et ils peuvent contrôler tout. C'est-à-dire que quand tu as ton client qui envoie 400 consultants parce qu'on va ouvrir le marché chinois et je veux qu'ils se forment en chinois, tu sais leur niveau de départ, leur progression, leur taux, tu sais tout en fait. Tu sais. Donc vous avez quand même fait pivoter, parce que là où tu dis que tu vends effectivement à des particuliers, certes des particuliers sont des éditeurs, mais en fait les boîtes, quand elles te disent là j'ai 400 personnes à former pour aller en Chine, tu t'adresses quand même t'as une approche B2C. On vend de la stratégie, d'accord. On est une équipe projet, conseil, on essaie de comprendre, de matérialiser et de savoir comment on va arriver au résultat. Ça peut être, on bosse avec un équipementier français qui est du nord de la France, qui est assez important, qui a une politique globale. Bon, mais voilà, tout le monde doit avoir un niveau B2 en anglais dans les 5 prochaines années. Nous, on est capable de dire, voilà combien ça va te coûter. Bon, maintenant, vu le budget et le temps que ça va prendre, comment on s'organise et on en parle ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, on apporte les outils pour piloter, surveiller. Un autre exemple. La certification, c'est venu de ça. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les gens, ils avaient besoin de certifier les compétences linguistiques des gens. Et là, par exemple, le premier client qu'on avait eu sur ce secteur, c'était le tunnel du Mont Blanc. Il y a certains clients, vous avez remarqué qu'on a le droit de citer, et d'autres, on les cite pas forcément, ça dépend souvent de la taille du client. T'as pas parlé des grandes oreilles. Pardon. C'est aussi un de nos clients évidents et on est ravis de leur apprendre notamment la langue des signes parce que quand vous voyez les petites vidéos mignonnes avec grandes oreilles qui fait des signes, c'est nous qui formons l'individu qui est derrière ce personnage. Et du coup, quand on prend le tunnel du Mont Blanc pour citer un client, il avait des problématiques de vérification des compétences des gens pour dire il y a un accident dans le tunnel, tu vois. Donc moi ça m'intéresse pas que la personne elle parle italien. Ce qui m'intéresse c'est quand tu appelles l'autre personne qui est de l'autre pour dire il y a un feu ou voir tiens la voiture moi je la soupçonne d'avoir des drogues dedans, appelle la douane. Donc c'est des trucs super spécifiques et on leur a dit très bien. Nous, on va utiliser l'IA, notamment parce qu'on n'est pas justement super créatif, on ne connaît pas votre job pour générer des formations et des tests linguistiques d'1 heure. Vous nous validez quand même ce qui a été généré par l'IA, toujours. Il faut toujours dupliquer l'être humain avec l'IA. L'IA vient aider l'homme, l'homme vient aider l'IA. Et grâce à l'IA, dans nos formations linguistiques et nos tests de positionnement linguistique, on est capable maintenant de positionner n'importe quel test. Demain, tu as une marque, n'importe quoi, qui a des problématiques d'embauche. Tu veux embaucher des gens qui parlent chinois pour vendre des sacs. Sur les champs. Tu viens me voir, moi en 2 heures, je te fais une proposition d'évaluation linguistique en chinois pour vendre tes sacs, plus tu me donnes de data, plus moi, je peux générer un test qui sera précis par rapport à ta problématique, et ça au monde, personne ne le fait. Si on est sur la partie 3, qu'on va essayer de raccourcir parce que là, vous êtes très bavard, on le savait, vous êtes 2, c'est 2 fois plus. Et c'est quoi le endgame ? Qu'est-ce que vous avez à définir ? Est-ce que vous... DJ. Ouais. Je sais pas, tu l'as un peu dit tout à l'heure sous le ton de la blague avec Émeric, je sais pas si ça fait partie, mais c'est quoi l'étape d'après ? Comment vous voyez les choses ? Alors, on a un objectif personnel, déjà, de potes, c'est que nous, on s'est fixé une limite dans 6 ans maximum où on sera, on l'espère, plus opérationnel. Et en fait, c'est pas anodin dans la vie d'un entrepreneur. En fait, les choses se préparent. Alors, on parle souvent de la cession d'une entreprise, de la transmission familiale. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est juste qu'en fait, il y a plein de choses qu'on veut faire. On veut avoir le temps de les faire et dans de bonnes conditions. Donc, en fait, on organise notre vie aussi pour ça. 6 ans, c'est lié à un âge particulier ? Ouais, 50. Ok. Ah merde, tout le monde sait qu'on a 44 ans. Ah zut, il l'a placé, il me l'avait dit. Okay. Après, d'un point de vue professionnel, nous, c'est là, ça y est, on veut devenir un acteur européen vraiment de premier rang, notamment sur les certifications. Ça, on pense pouvoir y arriver assez rapidement dans les 2-3 ans. Ouais. Ouais, on a tout pour. On a tout pour. Croissance externe, non ? C'est pas un truc... Si, pourquoi pas ? Absolument. Ouais, complètement. Oui, pour la première fois, on commence à regarder. Mais on cherche pas des boîtes de techno, par exemple. Ouais. Parce qu'on apporterait cette brique. C'est vous qui l'avez, en fait. Des technos qui perdent du pognon encore moins. Oui, non, mais c'est ça. Là, c'est un marché qui est en train de se concentrer pour les plus financiers de nos auditeurs. Il y a des opportunités. C'est aussi un marché où tous les vieux acteurs sont en train de tomber. La croissance externe peut être intelligente si on trouve un moyen de créer des maillons, un système pour être plus présent auprès des entreprises. Donc, il y a 2-3 stratégies à étudier. On y pense, on regarde. On se rapprocherait peut-être de Raise pour nous accompagner. Pour nous accompagner. En tout cas, on veut faire aussi les choses. On est avant tout une aventure humaine. On l'avait dit. On a commencé par ça. On a bien incité là-dessus. On est quand même 2 potes. Donc on ça se ressent. C'est vraiment incroyable de sentir ce qu'on voit là. C'est gentil. Ouais.
Et on aime bien le stress, mais on aime aussi pas mal, tu vois, prendre le temps de vivre. Parce que quand même, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui te mange. Et c'est ça qui est extraordinaire aussi, parce que du coup, tu n'as plus de soucis, parce que de toute façon, tu es tellement focus sur ton entreprise que de toute façon, dès qu'il se passe un truc, tu reviens bosser, tu as déjà oublié. Donc, c'est super. Mais on ne veut pas non plus aller trop vite, tu vois, parce qu'on ne veut pas non plus trop burner. Tu sais, dans notre secteur, comme Guillaume tout à l'heure, on est payé à la fin, donc il faut faire attention. Comme on fait plusieurs millions de chiffres. On a connu quelques guerres. Il faut y aller doucement, faut faire attention. Il faut avoir le dos un peu rond. Et effectivement, on n'a pas envie d'en avoir plus aussi parce qu'on a envie de kiffer. Voilà. Y a un équilibre au bureau. Tous les collaborateurs, on n'a pas de turnover. On n'a pas de turnover, tout le monde est bien. Donc ça sert à rien de vouloir toujours en avoir plus. C'est bien de scaler. C'est un bon message. Mais faut savoir pourquoi. Il y a 3 points au-delà de votre aventure de potes. Au-delà de votre aventure humaine entre potes. Moi, je trouve qu'il y a 3 trucs trop cool que vous avez fait. C'est la plateforme techno dès le début que vous avez imaginé pour déployer à la vitesse de l'éclair des programmes sur mesure. Hyper malin dans un secteur où ils devaient prendre des plombes pour brainstormer. Ils revendent toute la même chose. Ouais. Ils revendent toute la même chose. En vérité, le vrai truc, c'est que vous êtes devenu une tech compagnie 10 ans avant les autres, quoi. Quelque part. Parce que la boîte, on n'oublie pas, elle est de 2007. Ceux qu'on a d'habitude sur le podcast, ils ont à peine 5-6 ans. Vous êtes quand même de 2007, donc vous étiez une tech compagnie dès le départ. Donc ça, je trouve ça cool. La complétude, je reprends ton mot, il est top. C'est lui qui a dit la complétude. J'ai dit l'engagement. C'est vrai. Mais une obsession de l'efficience à ce point-là, moi, j'ai rarement entendu dans le podcast, quoi. Sur tous les métriques là que vous mesurez, c'est un truc de Et pourtant, t'en as que 5. Tu vois, non, ils ont 250 critères qui sont répartis en 5 catégories, si j'ai compris. On a 5 qui sont moteurs. C'est-à-dire, c'est vraiment celles qui ressortent. Non, mais c'est important, parce que tu te perds pas avec tous ces trucs. C'est très important de ne pas se perdre dans la data. C'est la même chose que l'élève. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de data, mais vous, c'est une data pour mesurer la qualité du parcours client, quoi. Tu veux pas résumer, tu veux vraiment pas résumer. Et le troisième point, c'est l'IA. Moi, j'aime bien la vision de l'IA, où c'est pas de l'IA pour de l'IA, c'est l'humain et l'IA. Non, en fait, l'IA, c'est comme il y a 20 ans, ta Photoshop qui est sorti, c'était un nouveau moyen qui peut venir t'aider. Nous, ça va venir nous aider à plus personnaliser, à plus engager, à aider nos formateurs, peut-être en partie remplacer nos formateurs demain, mais ça va venir faire croître notre activité et donner plus de valeur. Ouais, juste si on s'intéresse à vous 2 minutes, j'ai 3 questions. La première, c'est... attention. La première, c'est qui la personne la plus connue que vous avez à votre téléphone et qui répond si vous l'appelez? À moi. Chacun. T'as changé les questions. Ouais, j'ai écouté tous les podcasts. C'est pas sympa parce qu'on avait préparé quand même. Non, alors. On avait préparé ça. Ouais, mais ça arrive aussi. Les autres arrivent. La plus connue, moi, franchement, honnêtement, je crois que c'est ma mère. Parce qu'en fait, il n'y a que ma mère et Guillaume et ma femme dans mon téléphone. Donc c'est comme Guillaume est trop modeste pour dire qu'il est connu et que ma femme n'a pas envie qu'elle soit publique, je te donnerai le numéro de ma mère. Non, franchement, en fait, moi, je n'utilise pas de téléphone. Je déteste ça. Je déteste le téléphone. C'est-à-dire que les répondeurs, je l'ai toujours désactivé. Je comprends pas cette techno. En 2024, je comprends pas. C'est-à-dire quoi? Tu m'appelles, tu viens chez moi, je t'ai rien demandé, quitter. Voilà. Quitter pour m'appeler. Voilà, moi j'ai créé mes potes WhatsApp. Même pas texto. Texto, c'est has-been, c'est des alertes. Moi, le téléphone, je ne l'ai pas. Voilà, je l'ai pas. Donc, ta maman. Ma mère. Et toi? Voilà. J'ai pas d'inconnu, c'est tout ce que je peux te dire. Personne de connu. T'as pas d'inconnu? J'ai pas d'inconnu dans mon téléphone. Tu veux pas nous lâcher un nom? Non. Non, voilà. Ils sont là, on a pléthore. Bon, c'est qui le prochain invité qui vient et parle? On a préparé un jeu. On a regardé dans notre téléphone. Voilà. On a mis quelques noms. On a mis des noms. Vous devez choisir. Un seul. Il y a un seul. Un seul nom pour le prochain qui vient. Petit indice, il y en a un, c'est tu as une mauvaise pioche. Alors on a fait, mais par contre on a réfléchi quand même. On a essayé de trouver des gens qui étaient intéressants pour vous et qui sont véritablement tous des proches ou des gens à qui on a travaillé ou qui peuvent venir. Moi, j'ouvre et je cite. Vas-y. C'est ça. Allez, je prends le premier. Alors Mickey Mouse. Non, c'est pas vrai. Il a eu la mauvaise pioche parce que t'aurais pu avoir. C'est pas vrai. Si. T'aurais pu avoir Frédéric Jousset. J'ai dit qu'il était nul à jeu. Catherine Barba, Jean-Charles de Castelbajac ou Xavier Niel. T'auras Mickey Mouse. C'est que des noms qu'on a envie d'avoir ici. Catherine Barba, ouais, j'aimerais bien. Voilà. Même Xavier, Frédéric, Jean-Charles. Forcément, c'est que. Merci infiniment. Merci, Merci à vous. Merci, c'était passionnant, c'est génial. J'espère que les auditeurs ont pris autant de plaisir que nous ce soir. Merci les auditeurs. Merci.